Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre dans le cadre des Web TV de ce 28e salon à l'envers organisé comme chaque année par le réseau Entreprendre en Lorraine Nord. On est aujourd'hui au gymnase La Millière de Thionville au pied du grand mur d'escalade avec trois intervenants qui vont nous parler d'une question qui forcément occupe les entrepreneurs et les entrepreneuses qui sont présents aujourd'hui, la situation de l'industrie en Nord-Moselle, notamment bien entendu dans le cadre de la transition écologique, la situation, les enjeux, les horizons, aussi en termes d'emploi. Pour en parler, trois intervenants. Rémi Dick, vous êtes maire de Florange, vice-président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch en charge du développement économique et aussi vice-président du conseil départemental de la Moselle. Philippe Lerouvillois, vous êtes président directeur général du groupe Valo, un groupe d'entreprises sociales inclusives qui est basé à Florange depuis plus de 20 ans maintenant. Et Hervé Lassalaz, vous êtes directeur des relations institutionnelles d'ArcelorMittal, une entreprise qu'on connaît bien dans le Grand Est. Alors je me tourne d'abord vers vous, Rémi Dick, pour un rapide état des lieux. Quelle est la situation aujourd'hui de l'industrie dans le nord de la Moselle et particulièrement sur les deux grandes communautés d'agglomération qui fusionneront d'ici 3 ans, Val de Fensch et Thionville? Alors, je ne vais pas empêcher les deux interlocuteurs de me contredire, mais pour le moment, de ce que moi j'en vois de mon petit bout de la lorgnette administrative en tant que vice-président en charge du développement économique, c'est l'optimisme qui prime aujourd'hui, malgré la situation d'inflation qui peut donner un peu, qui peut amener à une certaine peur. C'est l'optimisme pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est une impression de mon poste, que toutes les entreprises sont dans une dynamique d'investissement, que toutes les entreprises sont dans une dynamique de développement et que le fameux co-développement avec le Luxembourg aujourd'hui est plus que jamais une vérité. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins peur de l'adversaire luxembourgeois et on travaille de plus en plus des deux côtés de la frontière en synergie totale. Et effectivement, de ce côté-là, toutes les entreprises quasiment sont dans une dynamique d'investissement. Je prends un chiffre. Dans le cadre de l'AMI, l'appel à la manifestation d'intérêt rebond industriel, l'État a recensé entre Metz et la frontière luxembourgeoise 1 milliard d'euros de projets d'investissement sur les entreprises des filières métallurgie, sidérurgie, mais également énergie renouvelable et automobile. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des centaines d'emplois qui vont émerger grâce à ces investissements des entreprises. Alors on sait qu'il y a tout de même une problématique particulière ici, c'est la question du Luxembourg, qui est très attractif en termes d'emploi. De quelle manière est-ce qu'une collectivité peut y répondre ? Je ne suis pas sûr que ce soit à la collectivité de répondre en tant que telle. L'enjeu aujourd'hui, c'est un écosystème global. Il y a la question de la mobilité qui est évidente, structurelle, notable. C'est le sujet principal de préoccupation de nos populations. Et donc on y répond avec les positionnements structurels. La 31 bis, la question du rail, du ferroviaire, quand le conseil départemental demande la réouverture auprès de la région de la ligne Thionville-Fontois-Esch, c'est à sujet. Quand le conseil départemental demande la réouverture de Thionville-Forbach en passant par Bouzonville et Boulay, c'est pour faire en sorte que le sillon ne soit pas totalement enclavé par trop de flux et qu'on partage ce développement. Donc il y a cette question de la mobilité qui est un sujet. Après, il y a la question des terrains. Évidemment, c'est la guerre future, hein, le terrain, le foncier, parce qu'à force de se mettre des contraintes réglementaires, effectivement, un jour, ça se vivra. Aujourd'hui, ce qui fait que le co-développement existe, c'est que le Luxembourg a gelé ses fonciers. Donc, les entreprises reviennent vers nous, vers le Nord-Moselle. Le gel des fonciers égale hausse du prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, les Luxembourgeois n'arrivent plus à vivre à Luxembourg, viennent chez nous. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une autre bulle immobilière qui, petite, celle-là, qui émerge aussi sur nos territoires de Yutz-Thionville en passant par des territoires comme Florange ou Famec. Je reste sur la question des emplois, Philippe Lerouvillois. La majeure partie de votre activité est basée justement sur un territoire nord-mosellan où on est presque au plein emploi, on tutoie les 5%. De quelle manière cela affecte vos pratiques, notamment de recrutement, que ce soit sur des bas ou des plus hauts niveaux de compétences? Alors, nous, comme on est entreprise sociale inclusive, on recrute principalement des bas niveaux de qualification. Alors, on a aussi une entreprise d'intérim qui est généraliste et qui n'est pas d'insertion, donc on recrute aussi des niveaux qui sont plutôt du management intermédiaire. Ce qu'on constate en fait, parce qu'on est présent sur plusieurs territoires du Grand Est, hein, à Reims, à Nancy, mais aussi en Moselle-Est, à Épinal, dans les Vosges,
c'est que sur ce territoire, c'est là où il y a le plus de difficultés de recrutement. En fait, c'est sur notre territoire de Moselle-Nord qu'on a le plus de difficultés. Si je compare l'agence, en fait, elle est située à Yutz, d'intérim d'insertion, à celle qui est à Nancy. À Nancy, la problématique des recrutements est beaucoup moins prégnante qu'ici en Moselle-Nord. Voilà, ça c'est le premier sujet. D'ailleurs, on a le même sujet aussi en Moselle-Est. À Saint-Avold, l'agence de Saint-Avold a aussi des sollicitations où le frein en fait au développement de l'activité, là je parle d'intérim inclusif, c'est plus le recrutement que les demandes clients. Voilà, ça c'est ce qu'on constate. L'autre sujet qu'on a, parce que dans le groupe on a des entreprises d'intérim, on a aussi des entreprises de prestations, notamment dans la propreté, dans l'économie circulaire, c'est que, enfin je le dis gentiment en fait, c'est que si on n'avait pas les migrants, on ne réussirait pas à pourvoir nos besoins. En fait, aujourd'hui, Groupe Valo, le salariat, c'est à peu près 70% de migrants, alors avec des statuts différents, des réfugiés, des migrants économiques. Et sur nos métiers, donc qui sont ceux du facility management, on va dire ça comme ça, des métiers simples, de reaper, de chauffeurs de bennes à ordures, de trieurs de déchets, de conducteurs d'engins de chantier, tous ces métiers donc, qui sont extrêmement importants, notamment dans le cadre de la transition écologique, puisque l'économie circulaire, c'est un des axes de la transition écologique. Eh ben, il faut des bas niveaux de qualification, y compris, d'ailleurs on l'a discuté avec EY qui faisait l'accompagnement sur rebond industriel, que ce que mettent en avant les entreprises par rapport à leurs projets, c'est plus les problématiques de compétences que des problématiques, on va dire, d'horizon économique, de volonté d'investissement pour développer des projets industriels. Nous, ça nous a conduit, enfin je le glisse au passage, ça nous a conduit, en fait, avec notre organisme de formation, on coopère avec le C2IM et la région sur un programme qui vise en fait au-delà de l'accompagnement de demandeurs d'emploi de longue durée, aussi de travailler sur les transitions professionnelles. C'est-à-dire, par exemple, on travaille aujourd'hui pour Saint-Gobain-Pont-à-Mousson sur des transitions dans le cadre de professionnels, donc, où on se dit qu'un des enjeux, et vraiment c'est un sujet auquel on croit, c'est que la transition ou les transitions, qu'elles soient économiques, industrielles ou nécessaires par rapport aux problématiques climatiques qu'on connaît, ces transitions-là, elles vont se traduire par le fait qu'on va avoir des salariés qui vont avoir des emplois fragilisés pour des process en fait qui vont disparaître peu à peu. Et par contre, on va avoir des process émergents qui vont avoir besoin de compétences. Et donc, il y a un enjeu de réaliser des bonnes transitions pour que d'un côté, on ne se retrouve pas avec des demandeurs d'emploi et de l'autre côté, des entreprises qui ont du mal à recruter. Donc, on a fait un premier démonstrateur, enfin, on bosse un premier démonstrateur avec Saint-Gobain-Pont-à-Mousson et on espère pouvoir travailler avec d'autres entreprises industrielles pour travailler ces accompagnements-là où on a un savoir-faire, notamment sur les très bas niveaux de qualification en termes d'accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire de la formation, mais il y a du micro-coaching à mettre en œuvre pour accompagner ces transitions. Hervé Lassalas aussi sur cette question des recrutements, j'imagine que c'est un sujet que se pose ArcelorMittal et de quelle manière y répondez-vous? Alors effectivement, on a aussi une grosse problématique, je dirais, sur la partie intermédiaire, la partie technicien. Déjà avec l'attrait du Luxembourg, là pour le coup, on est vraiment en frontal avec eux. Ouais. Et pour y répondre, on répond en faisant de la formation. Et cette année, par exemple, nous avons fait un partenariat avec l'UMM, le CFA de Yutz, où on a créé des classes dédiées, spécifiques ArcelorMittal, sur les métiers de la maintenance en particulier, puisque c'est là où on a beaucoup de besoins. Et donc voilà, on répond par ce biais-là. On essaye de former, mais on ne crée pas nos propres centres de formation, on utilise ce qui existe sur le territoire, qui est déjà bien doté, et qui permet comme ça de récupérer le maximum de personnes. Alors Rémi dit que notre territoire a de la chance en quelque sorte, on compte de nombreuses friches. On pense en particulier à celle de Patural, qui est assez symbolique. Quelle stratégie économique a été choisie par la collectivité sur ces friches? Alors, je me permets déjà de faire un tout petit
retour en arrière, parce qu'effectivement on dit ah mais quelle chance vous avez des friches. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a 1 ou 2 décennies, c'était un poids d'avoir des friches. Je me permets de le dire. Et je prends un exemple, la ZAC de la Paix d'Algrange, qui est quand même liée aussi à la sidérurgie lorraine, c'était la SMK. On commence à faire de l'urbanisation sur la SMK 30 ans après. 30 ans après avoir récupéré la friche, 30 ans après avoir commencé l'aménagement, 30 ans après avoir commencé les études et tout ce qu'il fallait. Donc simplement pour remettre les choses, alors tout dépend du contexte économique, le contexte est plus favorable aujourd'hui qu'il ne l'était hier, mais simplement pour dire que la problématique des friches, c'est que c'est long, parce qu'il n'y a rien de facile dans cette organisation. Quelle stratégie? Il y a une stratégie de l'organisation et de la gestion publique, et il y a une stratégie de discussion entre le public et le privé, entre les propriétaires et ceux qui fixent le cadre réglementaire. C'est le quotidien de nos relations avec M. Lassalas dans nos réunions. La stratégie, ça a été déjà de se mettre d'accord entre les collectivités. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne voulait pas se retrouver dans une situation où la région était sollicitée différemment du département, les agglos différemment des communes, et le préfet qui arrivait à la fin et qui avait un avis totalement contraire de tout le reste, et donc de se retrouver dans des difficultés ensuite. Il nous a fallu 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour mettre tout le monde autour de la table. Moi, je salue le travail qui avait été fait notamment à l'époque par Jean Rotner, puisque c'est Jean Rotner qui, le premier, du côté de la région et des grands élus, a été autour de table et en nous disant vous avez un potentiel, le potentiel est lié à votre situation géographique entre Luxembourg et Metz. La guerre des fonciers arrive, la région ne peut pas s'en désintéresser, et Franck Leroy a honoré sa parole derrière, puisqu'effectivement la région est moteur depuis le début. Derrière, effectivement, on a eu le préfet, le département qui sont rajoutés, les communes jouent le jeu du partenariat, et on a mis en place un projet partenarial d'aménagement qui est en cours de rédaction, qui est en cours de mutation, et il y a des réunions techniques tout à l'heure, je pense en plein milieu du salon à l'envers, entre les différents partenaires pour savoir qui sera membre de ce projet partenarial d'aménagement. C'est quoi un projet partenarial d'aménagement? C'est tout le monde se met autour de table, on fixe un projet et on met un accord financier. Et à travers le projet, on se dit, et ben voilà, sur la base là, on va fixer tant de logements, tant de projets, du commerce, de l'habitat, de l'industrie, et derrière, on va mettre de l'argent pour assurer le développement, l'aménagement de ce territoire selon le but figé derrière. Et on se met aussi d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de concurrence entre les projets, c'est-à-dire que les communes adhérentes au projet s'assurent que dans leur PLU respectif, elles vont autoriser ce qui est prévu dans le PPA et elles vont accompagner les dynamiques réglementaires de la même manière que le préfet s'engage à favoriser les projets qui sont membres du projet partenarial d'aménagement, ou que les EPCI, dans les schémas de cohérence territoriaux, vont militer pour faire en sorte que tout soit possible. Donc c'était le préalable avant tout. Je rappelle quand même qu'on a un sous-préfet qui s'appelait à l'époque Thierry Bonnet, qui est venu un jour nous dire bon bah maintenant démerdez-vous, le cocon et la mise sous cocon est finie. L'État, donc ça c'était il y a déjà 4 ou 5 ans, hein, simplement pour qu'on remette les horizons temporels, et il le faisait parce qu'il avait l'ordre de l'époque d'une fin de mise sous cocon qui datait de 2018 je crois, donc c'était il y a 5 ans. Donc effectivement maintenant on a déjà bien évolué, puisqu'entre le démerdez-vous, les collectivités et maintenant un projet partenarial d'aménagement, on a vraiment réussi à avoir tout le monde autour de table. Maintenant la stratégie c'est de fixer dans l'ordre du possible, il y a le possible et l'impossible, il y a le souhaitable et le non souhaitable. Je crois que c'est vraiment ça le but, et la discussion qui doit se faire avec le propriétaire, l'ancien exploitant, et le propriétaire qui est propriétaire des terrains. C'est le cas à la fois pour la coquerie et pour Pâtural, puisqu'effectivement la question elle est là, c'est qu'est-ce que l'on va dépolluer, déconstruire, et qu'est-ce que l'on veut, et qui va le payer derrière une fois qu'on a figé ça par rapport au projet d'aménagement. C'est maintenant toute la dialectique et toute la construction qu'on va devoir réaliser, elle est là. On a un plan, un projet, j'allais dire, dans les grandes lignes, dans les grandes masses et dans des grands équilibres, qui a été figé par un cabinet qui s'appelait la Fabrique de la Ville, qui a travaillé pour l'établissement public foncier du Grand Est, qui a figé voilà, un plan très peu précis, mais qui permettait de figer ce qui était de l'ordre de l'industriel, de l'ordre de l'habitat. Je caricature. Maintenant, il va falloir qu'on aille dans l'opérationnel. Et ça va être le travail des 3 prochaines années.
Alors je me tourne forcément vers le propriétaire. Quelle est votre vision ArcelorMittal de ces friches qui vous appartiennent? Alors, ex-propriétaire pour Patural maintenant, D'accord. mais nous sommes toujours le dernier exploitant, donc nous sommes toujours là. Donc nous, la politique du groupe, c'est justement maintenant quand on vend des friches, on ne les vend plus pour les vendre, on les vend quand il y a un vrai projet derrière. Et donc là, l'exemple de Patural, c'était vraiment le très bon exemple. Puisqu'on ne veut plus, comme on a vécu par exemple dans la vallée de l'Orne, où on avait vendu des friches, et puis pendant 30 ans, ils sont... Bonjour à tous, il y a un vélo accroché à un câble électrique à l'extérieur. Il faudrait l'enlever en urgence. Merci beaucoup. Voilà, ça y est. Donc voilà, donc on ne veut plus ça. Et donc effectivement, là, dans le cadre de ce projet de partenariat, il y a une vraie vision derrière, il y a une vraie volonté aussi politique d'avancer des collectivités. Et donc il y a aussi une vraie volonté du groupe ArcelorMittal d'avancer avec ce projet. Voilà, nous on ne veut plus, on a une friche, mais on veut qu'elle soit rapidement remise en état et puis qu'elle serve à nouveau pour créer de l'emploi, pour créer de l'habitation, pour créer voilà, tout ce qu'on veut. Et tout ça en bonne collaboration avec les collectivités territoriales. Bien entendu, un des grands enjeux industriels dans le Nord-Moselle, comme partout, c'est la décarbonation. Philippe Leroux-Villois, vous présidez une association qui s'appelle Valolab, qui mène depuis plusieurs années une démarche d'écologie industrielle territoriale. Avant d'en venir à la dernière actualité de cette association, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cette démarche d'écologie industrielle territoriale et quel est son historique sur le territoire? Alors, moi, je suis venu dans la vallée de la Fensch pour porter ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique. On avait été lauréat d'un appel à projet de l'État, et c'est d'ailleurs la Caisse des dépôts et consignations qui gérait ce projet, pour monter en fait un dispositif de coopération interentreprises et avec des dispositifs de formation, de recherche et des structures d'économie sociale et solidaire comme nous, pour contribuer à du développement territorial durable. On avait à l'époque ancrer la démarche sur une démarche d'écologie industrielle et territoriale parce que pour nous, il y avait congruence entre des volontés de coopérer et d'arriver à faire de la symbiose industrielle, c'est-à-dire faire en sorte que les déchets, les ressources des uns deviennent les intrants des autres. C'est ça l'enjeu. Voilà, donc c'est une démarche qu'on a mise en œuvre depuis 2014 et voilà, et ça a été super long en fait. C'est super long. Des démarches de coopération comme ça, enfin. Je faisais le parallèle à ce que disait Monsieur Dick sur la coopération qu'il y a actuellement avec les services de l'État, les collectivités, la région, etc. et les industriels pour arriver à ce qu'il y ait des vrais projets sur la requalification des friches industrielles. Faire coopérer, c'est toujours très long. Voilà. Alors ce qui s'est produit en fait dans notre histoire, c'est que on a eu. Alors moi j'ai toujours cru qu'il fallait avoir des synergies structurantes, des vraies stratégies pour que les gens aient envie de coopérer. Et le déclic, de mon point de vue, ça a été un travail qu'on a fait, poussé par l'ADEME d'ailleurs, qui est notre financeur principal, d'envisager quelle valorisation de la chaleur fatale on pouvait mettre en œuvre sur notamment la zone industrielle Sainte-Agathe de Florange. Et ce projet, en fait, il a vraiment fédéré les industriels, notamment dans un contexte où c'est vrai que la crise énergétique, la visibilité du dérèglement climatique font qu'on sent que les industriels deviennent de plus en plus proactifs sur la question et qu'ils ont envie d'évoluer. Donc ce premier projet, en fait, il a fédéré, il a permis aussi d'ailleurs que les industriels parlent mieux aux collectivités sur ce sujet-là. Et donc ça a contribué, à notre modeste mesure, à la vision globale d'un réseau de chaleur ambitieux sur les deux collectivités du territoire, donc Port-de-France-Thionville et la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Ça, c'est un premier axe. À la suite de ça, donc, il y avait cet appel à projet ambitieux qui s'appelle Zone industrielle bas carbone, qui est donc un appel à projet qui est assis... Émis par l'ADEME. Voilà, qui est géré par l'ADEME sur des fonds européens, parce que c'est financé par le plan de relance européen, en fait, ce dispositif. Donc il s'agit, alors c'est un truc très ambitieux, hein, il s'agit de travailler, on va dire, un corridor stratégique de décarbonation de l'industrie locale à horizon 2030 puis 2050 pour arriver au zéro carbone en 2050. Donc c'est extrêmement ambitieux comme approche. Et on a fédéré des entreprises. Il fallait que le potentiel d'abattement carbone soit suffisant pour que les décideurs en fait s'y intéressent. Donc voilà, on
on a heureusement donc réussi à fédérer Arcelor. Enfin, Arcelor s'est inscrit de manière volontariste dans ce projet-là. Et ensuite, on a aussi d'autres entreprises donc, qui sont les plus émissives. Hein. Je pense à Zarstal, Knauf Industries, Sovitech et d'autres. Hein, donc, puisqu'il y a à peu près 11 entreprises industrielles qui sont fédérées en consortium pour écrire une réponse à cet appel à projet. Et donc, on a bâti assez rapidement et on a obtenu une réponse très qualitative. Hein. On est allé défendre le dossier à l'ADEME à Paris récemment et on sent bien que notre réponse les intéresse. Voilà. Donc, du coup, c'est, à mon avis, un axe qui va permettre d'accompagner les projets industriels. Enfin, ce que je veux expliquer par là, c'est que pour moi, la décarbonation, la transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la croissance. Au contraire, c'est un vrai enjeu de développement au sens propre du terme, c'est-à-dire de développement économique avec des modifications structurelles pour le territoire. Donc, pour moi, c'est une chance si on a cet appel à projet parce que ça va nous permettre d'avoir des financements pour faire toutes les études qui sont nécessaires sur le territoire pour faire progresser le territoire vers la décarbonation. Et ce sera un axe pour prévoir des nouveaux investissements sur des process moins gourmands en carbone. Et ça va donc accompagner la croissance du territoire. Le projet que vous avez présenté s'appelle Fench Impact. Comme le disait Philippe, ArcelorMittal a inscrit 3 sites, d'ailleurs 3 sites du Nord-Mosellan dans ce projet. C'est quoi l'intérêt pour vous de participer à de tels consortiums? Déjà, au niveau du groupe, on a aussi une obligation de réduire nos émissions carbone, donc à atteindre le zéro émission en 2050 et moins 35 à 40% en 2035. Et donc forcément, le groupe est engagé dedans. Donc là, il se trouve qu'il y a une démarche structurée qui se met en place. On a tout intérêt à mutualiser nos efforts pour aller dans cette direction-là. Et en plus de ça, ça va permettre, je l'espère, de peser aussi sur des choix ou sur des orientations stratégiques du territoire, parce qu'on parle par exemple beaucoup d'hydrogène. Effectivement, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais c'est aussi de savoir après, voilà, comment on y va concrètement. Aujourd'hui, on sait que techniquement c'est faisable, etc. Mais voilà, comment concrètement on y va. Donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup en cette démarche et justement cette étude qui ne sera pas une étude ArcelorMittal, mais qui sera une étude du consortium accompagnée par le territoire, doit nous permettre justement de passer au-delà de toutes les réticences, etc. et de vraiment avancer. Et je suis entièrement d'accord pour dire que dans toute transition, forcément, il y a des choses qui vont disparaître, mais il y a des choses qui vont apparaître à nouveau. Et le principe de la croissance, c'est ça, quoi. C'est de faire et défaire, c'est la croissance. La communauté d'agglomération du Val de Fench que vous représentez, Rémi Dick, a apporté son soutien à ce projet Fench Impact dans le cadre du dépôt à l'ADEME. De quelle manière la collectivité compte-t-elle plus largement accompagner la transition écologique de ces industries ? Alors, il y a le concret et il y a l'accompagnement. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il y a deux démarches de la collectivité qui sont bien distinctes et je pense qu'ils sont néanmoins importantes l'une par rapport à l'autre. La première des choses, effectivement, les entreprises souvent ont leur modèle économique propre, leurs intérêts propres et sont soumis plus à la réglementation nationale voire européenne. Et je pense à ArcelorMittal, mais je pense à d'autres groupes, vont pas faire la décarbonation simplement pour faire plaisir à l'élu du coin. C'est parce que les modèles industriels, les modèles réglementaires, les cotations carbone ont imposé un système qui aujourd'hui fait que on arrive au modèle de la décarbonation globalisée, y compris sur nos territoires. Et après, il y a des écosystèmes de décarbonation. Et c'est là où la collectivité peut avoir son rôle à faire. Une entreprise qui a une forme de leadership forcément sur un territoire comme ArcelorMittal, mais comme d'autres, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de sous-traitants, parce qu'ils entraînent une chaîne de valeur sur le territoire, parce qu'ils ont de la mobilité interne sur leur territoire qui est liée à leurs usines, mais qui sont aussi utilisées par d'autres, va créer un écosystème de fait. Et le rôle de la collectivité, c'est de l'accompagner. On parlait d'hydrogène. Si à un moment donné, un groupe comme ArcelorMittal va vers l'hydrogène, et ça doit être un choix industriel du groupe, c'est pas à l'élu local de s'en mêler. De fait, ce n'est pas que l'industriel qui va créer sa filière hydrogène, c'est tout le territoire qui va muter vers l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que ça va être des fours, ça va être une production, ça va être des centrales de production. Sur la base là, il y a peut-être une opportunité, pourquoi pas, pour que le transport public s'y intéresse, pour aller voir l'entreprise qui peut aussi changer son modèle économique, mais qui n'est pas rentable elle-même si elle va vers la filière seule
ça peut être la mobilité interne de l'entreprise, ça peut être le rail, ça peut être le maritime privé de l'entreprise enfin, tout ça est un écosystème qui peut être accompagné par la collectivité, mais qui part d'abord du process industriel, qui part d'abord du choix à un moment donné stratégique d'une entreprise de se dire, et c'est le cas pour Zarchtal, c'est le cas pour Arcelor, c'est le cas pour Knauf, ça peut être le cas pour Knauf, ça peut être le cas pour Sovitech, qui font partie ou qui ont été en débat sur la question de Zivac. Mais voilà, c'est bien toute une chaîne de valeur qui doit mûrir. Et une fois qu'on voit que les esprits sont mûrs, bah, la collectivité elle a son rôle. La collectivité elle a son rôle aussi de prendre sa part. Par exemple, le modèle a été inversé sur la question de la chaleur fatale. C'est-à-dire que la chaleur fatale est partie du projet des 2 intercos avec un réseau de chaleur urbain et s'est étendu aux entreprises dans le cadre de la conciergerie d'entreprise. Parce qu'effectivement, une fois que le principe d'un accompagnement d'un réseau de chaleur urbain créé pour 40 ou 50 000 habitants, avec une étude, avec un projet de réseau de chaleur s'était mis en place, et il était pertinent de faire en sorte que les entreprises du territoire s'y allient et s'y intègrent d'une certaine manière. Donc là, effectivement, il y a des synergies entre le territoire, les agglos et les entreprises qu'il faut qu'on se tient un peu par la barbichette. Mais en tout cas, on doit se suivre, s'accompagner mutuellement dans nos démarches et dans nos synergies. Dernier point très rapidement, puisque Rémi Dick l'a évoqué en introduction, l'appel à projet Rebond industriel dans le cadre de France 2030. Je sais que vos 2 entreprises y ont répondu. ArcelorMittal, quel projet avez-vous présenté dans le cadre de cet appel à projet? Alors, nous, on a présenté les projets sur la sobriété énergétique, en particulier la gestion de l'eau, qui va devenir dans les années qui viennent, enfin le principal souci, en plus de la partie décarbonation. Donc on a un certain nombre de projets, on a aussi on a encore des choix à faire, on ne sait pas comment y aller. Et donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, ça nous a paru aussi extrêmement intéressant de pouvoir être accompagné. Et pareil, dans le cadre d'une synergie, puisqu'on n'est pas tout seul, hein, l'eau elle est partout, elle est utilisée par tout le monde. Les personnes qui assistent à la visite inaugurale sont invitées à aller à la salle d'escrime pour les discours. Merci. Et donc de voir un petit peu comment se partager aussi cette ressource et comment au mieux l'utiliser. Et quelle coopération on peut aussi avoir entre les différentes entreprises là-dessus. De votre côté, Philippe Leroux-Villois, c'est une de vos entreprises, Valopress, qui présente, je crois, un projet innovant dans le domaine de l'économie circulaire. C'est ça, en fait, on travaille sur un projet de collecte de déchets des commerçants et des restaurateurs de centre-ville en décarboné, c'est-à-dire avec des véhicules électriques. C'est un projet en fait qu'on travaille en partenariat avec Suez. L'idée c'est d'offrir des solutions à des centres-villes, peut-être de villes moyennes d'ailleurs, de collecte et peut-être de reverse logistique aussi, pour faciliter en fait la vie des commerçants, des entreprises, des centres-villes, et offrir un service complet de gestion des déchets qui permettrait aussi aux collectivités d'avoir une solution pour certains assimilés en fait qui pourraient rentrer dans le champ privé pour faciliter en fait on va dire la vie aux collectivités par rapport à des obligations réglementaires, notamment sur les biodéchets. Donc l'enjeu ça va être aussi bien sûr d'avoir un système de massification pour traitement des biodéchets en fait, et ça c'est aussi quelque chose qu'on va faire en partenariat avec Suez. Bon, on le voit, ça bouge, ça réfléchit et ça agit sur le front industriel dans le territoire nord-mosellan. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette table ronde. Vous retrouverez toute la journée de nouvelles thématiques traitées ici. Bonne journée à toutes et à tous au Salon à l'envers.